7 novembre 2014, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 102.7 FM et sur le www.togovision.com. Vous êtes au plateau de votre émission Grand Jury, cette émission que nous vous proposons tous les jours de lundi à vendredi, émission à travers laquelle vous vivez les commentaires, analyses et points de vue des confrères journalistes en studio. Au micro pour l'animation de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. Je suis assisté donc par une forte équipe de la radio également, du site togovision.com. Autour de ce plateau avec moi ce matin, Idelphonse Akpaki de la Gazette du Golfe. Bonjour Idelphonse. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous les auditeurs de KNTB. Et Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonjour Germain. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs de KNTB ainsi que des médias partenaires. Ainsi que des médias partenaires, parlant donc de Radio VGK à Palimé et de Radio Lumière à Anéron. Nous envoyons donc toutes nos salutations à nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous font confiance, qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui nous assistent également. Bonjour également à tous les confrères journalistes qui accordent leur temps ou qui sacrifient leur programme au profit de cette émission, qui signent leur présence tous les jours. Bonjour à vous et bonjour également à tous ceux qui nous suivent dans les banlieues de la capitale. Bonjour à tous ceux qui nous suivent également via le net, donc les internautes. Nous vous informons que désormais votre émission a sa page Facebook. Vous n'avez juste qu'à taper Grand Jury pour faire vos commentaires. Nous allons à travers cette page vous proposer régulièrement les sujets que nous débattons dans nos émissions. Ceci pour vous permettre, pour vous associer également à l'émission. Bonjour donc et merci à vous toutes et à vous tous. Si nous sommes là ce matin, c'est pour parler de la question cruciale des réformes institutionnelles et constitutionnelles dont il s'agit dans notre pays depuis quelque temps, avec le débat qui s'accentue autour de la chose. Une semaine passée marquée de bout en bout par des sorties des acteurs politiques, tant du côté du parti au pouvoir que de l'opposition, pour annoncer des marches le 21 novembre prochain. Mais avant d'aborder ce sujet, nous allons demander tout simplement à Idelphonse Akpaki, qui vient d'arriver du Burkina Faso, de nous dire concrètement de quoi il a été question. Une mission de journaliste, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette sortie? Merci Rodrigue de me donner la parole pour que je donne la version des faits, parce que le confrère Ferdinand Lité de l'Alternative et moi de France, nous étions au Burkina Faso pour des raisons purement professionnelles, parce que vous savez que le Burkina a traversé une période un peu mouvementée et nous nous sommes focalisés sur les médias internationaux et sur les réseaux sociaux. Alors, en tant que journaliste, il urgeait que nous fassions même le déplacement pour aller toucher du doigt les réalités de cette révolution qui a fait partir le dictateur tyran Blaise Compaoré. Alors, nous sommes allés, nous avons rencontré les têtes de pont, tant de la société civile, de l'opposition, et puis de ses responsables transitoires. Je veux parler du lieutenant-colonel Isaac Zida, dont nous avons été reçus par son porte-parole. Alors, nous avons essayé de recevoir les avis à travers diverses interviews que nous avons réalisées avec ces personnalités. Nous avons rencontré M. Hervé Ouattara du comité anti-référendum. Nous avons rencontré Serge Bambara, alias Smokey. Nous avons rencontré Marcel Takwano du mouvement du 21 juin. Nous avons rencontré le chef de file de l'opposition burkinabé, M. Zéphirin Diabré. Et nous avons été reçus par le porte-parole de Zida, un commandant dont je veux bien taire le nom. Alors, nous en étions là quand, dans notre démarche d'aller à la source de l'information, nous avons appris que au Bercail, nous sommes la cible d'attaque de certains confrères. Et moi, personnellement, j'étais très éberlué que ce soit des confrères journalistes, des gens qui se disent journalistes, qui dans leur colonne ont titré que nous étions allés au Burkina pour aller nous faire former en mercenariat et en terrorisme. Alors, mais
Personnellement, j'ai trouvé que nous avons affaire non pas à des journalistes, mais à des névrosés, des gens qui ont besoin d'être psychanalysés, parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'information, je ne peux pas comprendre qu'un journaliste qui se met dans la peau du journaliste peut dire ces genres d'insanité, ces genres de balivernes, parce qu'il était question de traduire dans les faits le b.a.-ba du journalisme, qui demande à ce que l'on ait ou l'on aille à la source de l'information. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour lever cet équivoque. Moi, je suis journaliste et non un activiste. Je suis journaliste et non un militant. Je suis journaliste et le devoir, la mission première de l'information ou bien du journalisme me demande d'aller à la source. Voilà le but de notre voyage au Burkina Faso. N'en déplaise à ceux qui ont pensé que nous étions en mission pour un quelconque nationalia ou au terrorisme. Nous sommes revenus et dans les jours à venir, vous allez voir tout le travail que nous avons fait quand nous avons fait le déplacement sur le Burkina. Je voudrais terminer en disant que nous avons essayé d'obtenir depuis Lomé des copies scannées de ces journaux et de ces enregistrements d'émissions qui ont été faits et nous les avons exposés à nos confrères burkinabés qui ont pensé que c'est vraiment scandaleux pour le journalisme. En tout cas, ça c'est la version donc de Ildefonse Akpaki par rapport au voyage dont il est question. Les journaux en ont fait cas. Germain, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne de vivre cette ambiance quand par exemple des confrères, ça donne le courage d'aller à la source de l'information? Non, je crois qu'il faut saluer l'initiative. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où de plus en plus on considère des journalistes comme des hommes politiques. Ah, moi, il arrive que des gens me voient et disent: ah, mais Germain, maintenant tu fais de la politique. Je dis: mais non, je suis journaliste. Je me prononce sur l'actualité politique, sur les faits politiques. Ça ne fait pas de moi un homme politique. Peut-être qu'on devrait voir de plus en plus les hommes politiques prendre le devant dans les émissions, parce que par quelques rares comme Nicolas Lawson qui a disparu depuis un temps à Basse. Il est revenu parce que ces derniers temps on a commencé par le réécouter. Je crois que la plupart des hommes politiques ont pratiquement disparu des médias et quand les journalistes analysent, on dit qu'ils font de la politique. Mais je pense aussi que dans leur cas, peut-être là ils ont prêté le flanc, parce que moi je ne me suis pas intéressé à ce sujet. J'ai appris que des confrères étaient au Burkina, mais bon, pour moi, c'était pas un événement parce que je peux me retrouver à Dakar ou au Ghana, ça dépend de ce que je suis allé faire. Peut-être que là où ils ont prêté le flanc, c'est un peu ce que nous avions déploré à l'époque, c'est le fait qu'un groupe de journalistes s'inscrit dans un mouvement comme le CST, qui est un mouvement qui est allé aux élections justement l'année dernière. Ce qui fait que pour nous, ce n'est pas un bon ménage. Je pense que peut-être. C'est ce qui a fait le lien. Je ne parle pas d'eux. Je ne sais pas si Ildefonse est membre de l'association parce que les journalistes en danger. Je ne sais pas. Mais je crois que c'est une association qui est membre du CST. Et nous, à notre époque, on avait quand même déploré cela. On estimait qu'un groupe de journalistes n'a pas sa place dans une coalition finalement qui est une coalition électorale qui allait à l'élection. De ce moment, un amalgame le vite possible entre le journaliste et puis l'homme politique. Maintenant, ce qu'il a dit d'assez grave, c'est un peu cette entorse à la règle de la confraternité, parce que quand un journaliste attaque un autre journaliste, je crois que celui-là, la corporation doit le condamner. Nous-mêmes ici avons été victimes de cela. À un moment donné. Voilà, et c'est récurrent, on voit des journalistes même agressés physiquement d'autres journalistes. Et jusque-là, nos organisations qui sont en charge de cela, notamment l'OTEM, qui est quand même l'Observatoire togolais des médias, qui chapeaute un peu notre activité avec des membres que nous avons élus nous-mêmes, sont incapables de faire ce travail. Moi, j'avais saisi l'OTEM à l'époque, quand j'ai été la cible d'un autre journaliste, mais ça n'a rien donné jusqu'à ce que vous ayez décidé d'aller à la bataille avec votre journal. Oui, j'ai dû réagir dans mon journal, mais avec le recul, je pense
parce que prochainement, il ne va même pas réagir quand quelqu'un m'attaque. Je lui répondrai même pas, hein, parce que quand tu réponds, quand on ne sait pas d'où vient l'attaque, on croit pas que c'est toi qui s'attaque à un confrère. Mais je dis que c'est déplorable, il faut que l'opinion sache quand même mettre la limite entre le journaliste et l'homme politique. Ce n'est pas parce que nous nous prononçons sur des faits politiques, c'est pas parce que nous nous intéressons aux faits politiques que nous sommes forcément des politiques. Et voilà, je crois que l'opinion est assez branchée pour comprendre que le journalisme a sa place, les politiques ou le journaliste a sa place et les politiques aussi ont leur place, mais nous ne faisons pas quand même le bon boulot. La logique voudrait que le journaliste aille à la source de l'information. C'est vrai, des fois nous risquons nos vies à aller dans des situations où, je me souviens du jour où j'étais devant la scène à l'aéroport, le jour du braquage, je me dis, mais peut-être on peut dire que Rodrigue a été aussi mêlé au braquage. Oui, mais Rodrigue, je voudrais, avec ta permission, ajouter quelque chose, sinon répondre un peu à Germain, par rapport au fait qu'il a déploré que je m'attaque à votre frère, que cela ne devait pas être le cas. Non, pas vous. Il déplore le fait que des gens qui sont journalistes s'attaquent à vous, autres journalistes qui avaient fait le choix d'aller à la source de l'information. C'était deux inquiétudes. La première, elle est passée. La deuxième, c'est que je suis membre d'aucun mouvement, d'aucune association de la presse togolaise. Et à ce titre, je peux dire que, de par les expériences que j'ai eues dans ces pays africains où je suis passé, j'ai travaillé dans les grands groupes de presse, tout ce que j'ai appris, j'ai acquis comme connaissance. Tout ce que j'ai lu, tant sur la politique que sur le social. Mais ce n'est pas écrit. Quand une organisation de journalistes s'inscrit dans une démarche citoyenne, encore nommée au Sénégal, on a vu que des journalistes se sont regroupés au sein d'un mouvement, ensemble avec d'autres associations de la société civile. Au Burkina, tout près là, on a rencontré des gens qui sont membres d'associations de journalistes, qui ont pris une part active dans ce qui s'est passé. Ça a été un renversement du peuple, un renversement du régime par le peuple. Et tout le monde, toutes les couches sociales ont uni leur voix. Je voudrais, pour finir, dire que participer en tant que citoyen togolais à la chose publique est un devoir, mais qui a des limites. En tout cas, je crois qu'on va rapidement... Si je peux quand même réagir un peu. Je ne dis pas que militer dans un mouvement citoyen, société civile, tout ça, c'est normal. Je dis que la coalition à laquelle appartient cette association de journalistes est allée aux élections. Le CST est allé aux élections. Nous, c'est là où on pense que c'est une confusion des gens. Ça veut dire que un journaliste pouvait aller aux élections. Mais un journaliste peut devenir un homme politique. Il n'y a pas de problème. L'exemple même le plus patent, c'est Jean-Pierre Fabre, qui a été directeur de 2 journaux au Togo. Aujourd'hui, il fait de la politique, il n'est pas journaliste. Il a fini avec le journalisme, il a embrassé notre carrière politique, ça se fait. Mais quand vous confondez tout, là c'est là où c'est un peu compliqué. Si le CST n'était pas allé aux élections, moi ça ne me gênerait pas. Je dirais, bon, ils sont membres d'un regroupement citoyen qui veut aussi apporter sa contribution donc, au débat national. Mais nous ne disons pas que c'est un crime. Je parlais de moi-même. Les gens, quand ils te voient, parfois, ils te disent tu fais la politique. Alors qu'il n'en est rien. Je ne l'accuse pas. C'est pour dire qu'il y a cet amalgame dans l'opinion et parfois nous prêtons le flanc à ce que les gens, finalement, soient convaincus que nous faisons de la politique alors qu'il n'en est rien. Mais ce ne devait pas normalement pas être des journalistes puisque les autres le feraient, l'homme de rue le ferait, on comprendrait. Mais entre journalistes, quand même, on aurait souhaité que la confraternité soit encore très, très renforcée, pour nous permettre quand même d'aller de l'avant. Ceci étant, rapidement, nous allons aborder le grand sujet du jour qui est relatif aux initiatives qui sont prises de part et d'autre et tout pour converger aux réformes institutionnelles et constitutionnelles dans notre cher pays, le Togo. Je vais rester avec vous, Germain. L'opposition appelle le 21 novembre prochain à une marche
dans les rues de la capitale, la majorité silencieuse, notamment le mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, le mouvement de soutien à fort, ont dans des points de presse informé également de leur présence dans les rues le 21 novembre prochain. Quelle analyse vous faites autour de la chose? Bon, quelle analyse j'en fais? Pas une analyse extraordinaire. Je trouve que c'est un phénomène normal. C'est pas la première fois que l'opposition et le pouvoir descendent dans la rue le même jour. On a connu plusieurs marches depuis 2010. Je crois qu'il y a eu au moins 2 ou 3 marches où on a retrouvé les acteurs de devoir dans la rue. Maintenant, ce qui peut-être peut donner à s'inquiéter par moment à certains Togolais, c'est le contexte dans lequel voilà, se font ces démarches. Et vous êtes dans une première vision où les gens veulent s'inspirer du Burkina Faso, qui se disent bon, nous allons faire une marche pour exiger les réformes, mais en sous-entendant qu'on va s'inspirer du modèle burkinabé qui a conduit justement au renversement de Blaise Compaoré sur des questions aussi de réforme constitutionnelle. Parce que là-bas, Blaise Compaoré voulait faire des réformes pour illimiter son mandat, en tout cas le limiter à 3 fois, alors qu'ici, on veut qu'on fasse des réformes pour limiter le mandat. Et donc, je crois que la marche initiée donc, par le mouvement de soutien au président Faure, je pense qu'on ne voit pas la face. Ce sont des marches aussi qui se veulent des démonstrations de force, parce que mon confrère parlait tout à l'heure du peuple. Burkina Faso, il a dit le peuple a dégagé Blaise Compaoré. Alors qu'il y a une petite nuance, il faut dire que c'est la rue qui a chassé Blaise Compaoré, le peuple. Quand les gens se regroupent, ils disent qu'ils sont le peuple. Et donc, ce qui va se passer le 21 novembre, si toutes les circonstances de sécurité sont prises, c'est qu'on va avoir 2 peuples qui vont descendre en masse dans la rue. Et ça sera juste des démonstrations de force, à mon avis. Chacun voudra montrer qu'il a le peuple avec lui. Et pour moi, je crois que ce n'est pas un événement spécial. Si ça ne dégénère pas peut-être dans la violence qu'on redoute, parce qu'au Burkina Faso, ce qui a d'abord, on a constaté que les manifestants ont pu quand même déboucher sur le Parlement, où ils ont incendié le Parlement, ils ont pourchassé les députés qui devaient quand même faire cette réforme à laquelle ils s'opposaient. Et on a vu que les manifestants se sont aussi dirigés vers la présidence de la République. Donc ça veut dire que c'est une situation assez spéciale au Burkina. Est-ce que c'est ce que le CAP 2015 veut faire ici? Je n'en sais rien. Mais je pense que de l'autre côté aussi, on prend ces dispositions pour occuper une partie des rues. Donc nous, en tant que journalistes, ce qui va nous intéresser prioritairement, c'est la mobilisation. Puisque les hommes politiques, ils parlent des chiffres pour dire que c'est le peuple. Ça veut dire que si demain, CAP 2015 envoie 500 000 personnes dans la rue et que le mouvement de soutien n'envoie que 300 000, 400 000, les autres diront qu'ils sont le peuple derrière eux, le peuple. Mais en réalité, je crois que c'est juste un langage politique. Pour moi, le peuple s'exprime dans les urnes. Donc, que les gens soient capables de mettre 1 million de personnes dans la rue, ils ont mis leurs partisans, qui sont aussi nombreux, certes, 1 million, mais dans les urnes, ce n'est pas forcément cela. Il y a des gens qui votent pour des candidats, mais qui ne descendent pas dans la rue pour manifester. Donc le vrai peuple, à mon sens, s'exprime généralement dans les urnes. Maintenant, côté manifestant, c'est juste pour une démonstration de force à laquelle probablement on va assister donc, le 21 novembre prochain. Voilà, Ildefonse, par rapport à cette double manifestation le 21 novembre prochain, vous avez suivi donc le développement de Germain Pouli. Et vous, à votre niveau, quelle analyse ou quel regard vous portez sur ce fait? Tout d'abord, il faut signaler que les manifestations des deux bords, pour le commun des mortels ou pour le citoyen togolais, ces mouvements valent la peine. Mais on peut nuancer dans les grandes démocraties ce qui va se faire là dans la semaine par la majorité, votre majorité silencieuse dont vous parlez, votre,
C'est la majorité la silencieuse. majorité silencieuse dont vous parlez, a cette connotation de soutien à un pouvoir. Alors, ces marches de soutien dans les grandes démocraties sont interprétées comme la faiblesse du pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne soutient que ceux qui tombent. L'autre cas, on est dans une dynamique et sur le plan géopolitique, vous devez vous rendre compte que dans tous les pays africains maintenant, on ne voudrait pas que ces potentats, ces dictateurs, ces tyrans qui ont capté le pouvoir et qui en ont fait leur propriété privée, brimant la population, on a essayé de dire il faut que ça finisse. Voilà pourquoi tous ces pays qui ont pris sur eux le courage, à travers leurs potentats, de lever, sauter le verrou des limitations, aujourd'hui, sont mal vus. Alors, pour le cas d'espèce togolais, les Togolais se sont donné une constitution en octobre 1992. Et un groupuscule, un bon matin, de décembre 2002, s'est réuni dans une chambre d'enregistrement et a sauté le verrou. Avec également la complicité de l'opposition, parce qu'à l'époque, l'opposition avait boudé donc, sa participation aux élections législatives. J'expliquais ce phénomène-là, ce que vous dites là tout à l'heure à un journaliste, à un confrère burkinabé, qui avait les mêmes arguments que toi. Je lui disais, c'est mal connaître le régime togolais. Pas avec la complicité de l'opposition. Mais si vous connaissez le régime togolais, vous connaissez la machine oppressive du régime togolais, vous comprendrez que même si l'opposition était au Parlement, si le pouvoir décide de modifier la Constitution pour donner encore une occasion à feu le général Etienne Yadema de briguer un troisième mandat, il le fera. Comment? La belle preuve, c'est la prise en otage des hauts conseils de la République pendant la période transitoire. Qui n'étaient pas des élus. Hein. Pendant la période transitoire. Alors, si on a pu mobiliser toute une armée pour prendre en otage un organe étatique, ils ne sont pas des élus, mais l'État a reconnu que ceux qui étaient là-bas représentaient le peuple. Feu et Yadema ne me démentira pas. Non. Alors, et je dis, pas avec la complicité de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, la deuxième preuve, c'est que quand les députés de UNIR ont voulu prouver qu'ils ne sont là que pour lever la main et baisser la main, on a trouvé que cette majorité-là qui a donné quitus au Premier ministre, conformément à l'article 78, après leur avoir proposé son projet de politique générale, et dont ils ont dit oui, on est d'accord, mais il était question de réforme. Il était question de réforme. Et moi, je m'en vais loin en disant, quand vous prenez même le livre blanc élaboré par le gouvernement, après le dépôt par la CVJR des 68 recommandations, il est inscrit les réformes. Mais vous ne pouvez pas concevoir que c'est une minorité qui a pris sur lui le courage de sauter les verrous. Aujourd'hui, on me dit que ce n'est pas imputable à M. Faure. M. Faure, on l'a connu comme étant ministre. Il a fallu que les 5 officiers, le 5 février 2005, fassent leur allégeance à M. Faure. En violant l'article 65 de la Constitution qui pose la question de la vacance du pouvoir. Il était ministre. Le premier coup d'État des officiers de la togolaise. Alors, on a fait du ministre un député, et du député un président de l'Assemblée, et du président de l'Assemblée un président de la République par intérim, en violation de l'article 65 de la Constitution togolaise. Deuxième coup d'État constitutionnel. Alors, le troisième coup d'État, c'est que le 26 avril 2005, il y a eu une élection qui s'est soldée
par un hold-up électoral et qui a fait que celui-là qui est aujourd'hui chef d'État est devenu président de la République. Il a été contesté comme étant un président de fait. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé en 2005 et qui a abouti le 20 août 2006 à la signature de l'APG? Il y avait la contestation de la légitimité du chef de l'État fort. Et aujourd'hui, l'APG a essayé de baliser la voie. Comme c'est un accord qui a eu une feuille de route, il faut suivre la feuille de route. La feuille de route recommande à ce que l'on fasse des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Mais qu'est-ce qui pose aujourd'hui problème? On va y revenir tout à l'heure. On observe une pause pour revenir juste après ceci. Ici en studio, toujours au plateau de votre émission Grand Jury, nous sommes cette fois-ci avec 3 confrères journalistes. Idelphonse Apaki qui est là, Germain Pouli qui est également là et Espoir Kouyodi qui vient de faire son entrée et est assis autour de cette table avec nous. Bonjour Espoir. Bonjour Audrey, bonjour à tous les fidèles branchés de la CAN. Voilà, nous étions en train de tâter les poules de nos invités par rapport aux 2 marches qui auront lieu le 21 novembre prochain dans les rues de la capitale. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, justement, par rapport à cette démarche opposée, moi j'estime que c'est inopportun. Surtout qu'il y a de l'autre côté, au niveau du Cap, il y a une première démarche entreprise par le CAR et l'ADI qui consiste à envoyer un projet de loi à l'Assemblée nationale. Je pense plutôt qu'il faudra concentrer les énergies autour de cela. Quitte à cela n'aboutisse pas, on envisagerait une autre forme de pression. Mais maintenant, de l'autre côté, moi je pense que c'est la démocratie, chacun est libre d'exprimer son point de vue. La majorité silencieuse aussi de son côté voudrait manifester. Il revient aux forces de l'ordre de pouvoir cadrer ces manifestations-là pour que ça ne débouche pas sur des affrontements. Mais j'estime que ce n'est pas le même itinéraire qui sera emprunté par les manifestants des 2 côtés. Mais ce que moi je dis, peut-être qu'on pourrait dire que ça constitue l'avalanche de pression à mettre sur le pouvoir pour que les réformes aient lieu. Mais entreprendre beaucoup d'initiatives en même temps comme ça, moi je pense que ça fait un peu désordre. Et je pense qu'on a tellement abusé des manifestations ici au Togo et ces manifestations de rue ne donnent plus l'effet escompté. Moi, à mon humble avis, comme il y a déjà, l'initiative a été saluée par l'ANC qui attend confronter un projet de loi qu'elle a dans son tiroir au projet de loi que le CAR et l'ADI ont fait sortir. Moi, je pense qu'il faudra mieux de concentrer les énergies autour de cela. Plutôt que trop tôt d'annoncer une manifestation de rue. Je pense que c'est créer encore une autre tension dans le pays. Mais il revient tout simplement au pouvoir en place d'anticiper sur tous ces événements. Moi, je l'ai toujours dit, dans les pays où il y a eu une certaine métamorphose, c'est le pouvoir qui a toujours pris le devant, c'est le pouvoir qui a toujours donné l'onction. Mais je pense qu'on doit faire appel à la volonté politique du chef de l'État qui doit anticiper sur tous ces événements-là, qui doit faire tout pour que les réformes aient lieu, pour que nous n'en arrivions pas à ces futures tensions qui sabotent la paix sociale dans notre pays. Voilà, Germain, vous voulez réagir à l'intervention de Idelphonse? Oui, j'ai voulu quand même réagir parce qu'il a relaté l'histoire récente et assez lointaine, l'histoire politique du pays avec quelques faits marquants, quoique par moment il s'est peut-être trompé un peu parce que quand il parle d'une modification par une minorité en décembre 2002, je crois que ce n'est pas juste. Il y avait une... j'en arrive rapidement. Par rapport au référendum d'octobre 92. Oui, c'est-à-dire que la Constitution l'a modifiée de 2 manières, soit à l'Assemblée, soit par référendum. Et l'opposition, bon, moi je parle des articles en tête, c'est pas bien important. Ce que je voulais dire, l'opposition le sait bien, avant de boycotter les législatives qui ont amené, le RPT d'alors à se retrouver seul. Le RPT a donné toutes les cartes en main
au RPT qui donc légalement a modifié la Constitution. Ce qui s'est passé en décembre 2002 n'est pas illégal. Selon les textes, la Constitution elle-même a prévu comment on peut la modifier. Aujourd'hui, avec la composition de l'Assemblée nationale, si UNIR veut modifier la Constitution, il ne pourra pas. Parce qu'il n'a pas la majorité qualifiée pour modifier une Constitution, ce qui n'était pas le cas dans l'Assemblée de décembre 2002. Parce que l'opposition n'y était pas. Oui, monocolore, mais ici des élections auxquelles l'opposition a boycotté. Si l'opposition était allée et disait que l'élection est frauduleuse, c'est un autre cas. Vous n'êtes pas allé. Il y a quelques partis minoritaires et RPT qui y sont allés. Le RPT a eu pratiquement la quasi-totalité des sièges. Mais cette assemblée a dirigé jusqu'à la fin de son mandat. Est-ce que c'est une assemblée légitime? Non. Elle est bien légitime, mais ce n'est pas parce que l'opposition n'est pas allée aux élections que les élections ne sont pas valables. Donc je pense que là, quand l'animateur parlait de la complicité de l'opposition, peut-être pas une complicité active, parce que peut-être ils n'ont pas vu ça venir, mais c'est l'opposition qui a créé cette situation. Il a parlé du HCR, qui n'était pas du tout une assemblée. Je suis désolé qu'il me parle du Haut Conseil de la République comme si c'était... Organe législatif. Ils ne sont pas législatifs, ils ne sont pas issus du vote populaire. Les gens se sont réunis, j'en arrive. Les gens se sont réunis à la conférence, on dit que la conférence est souveraine, alors que les délégués ne sont pas désignés par le peuple. Quelle élection a mené les délégués à la conférence? Aucune. Quel peuple a donné mandat aux gens d'être à la conférence? Aucun. Les gens se sont cooptés, sont allés. La conférence, ils ont le droit de le faire. L'a déclaré souveraine, constituer un HCR qui, je vous le rappelle, peut-être que Delphonse se perd un peu de vue, c'est parce que le HCR avait dissous le RPT. Ce que une bonne partie de l'opposition reconnaissent aujourd'hui comme une grave erreur, parce que dans le HCR, il n'y avait que les opposants. Mais comment grave erreur quand il est on n'a pas le droit, un parti État. On n'a pas le droit, mais après du moment il y a démocratie. La preuve, est-ce qu'ils ont pu dissoudre le RPT? Non. C'était un acte inutile que plusieurs leaders de l'opposition ont reconnu. Que ce n'était pas la peine, les gens avaient quitté le RPT pour former d'autres partis. Ceux qui veulent rester restent, on n'a pas besoin de je peux te poser une question. Il y a eu quand même une disposition sur les avoirs du RPT. Et cette question a été réglée parce qu'on estimait que les gens avaient cotisé dans le RPT. Il ne fallait pas laisser tous ces fonds-là au RPT pour qu'il puisse continuer ses activités. Cette question avait été réglée. Donc maintenant, quand il a parlé des minorités, c'est cela qui m'a choqué un peu. Je crois qu'aujourd'hui, la majorité est pro-unir. Hein, quand vous prenez les 3 dernières élections, le président de la République avant que tu n'en j'ai juste une question à te poser. Une minorité, comme il le dit, une minorité ne peut même pas, si c'était la majorité qui demande les réformes aujourd'hui, elle le ferait. Soit on dit les réformes se font, on s'adresse directement au peuple, soit on s'adresse aux députés. Donc actuellement, c'est la voie parlementaire de révision qui est adoptée, alors que la majorité à l'Assemblée, ce n'est pas une minorité, ce qu'il dit n'est pas exact. La majorité... C'est selon toi, hein? Mais attends, je n'ai pas créé l'Assemblée. Ouais. Si c'était une minorité, l'opposition aurait fait... Je voulais juste réforme. te poser une question. Oui. Tu as trouvé que ce qui s'est passé en 91 avec la conférence nationale souveraine, tu as trouvé que tout ce qui est sorti des travaux, c'est parce qu'on a coopté des gens, ou bien les gens se sont cooptés, ils n'ont eu mandat d'aucun peuple, et que tout ce qui a été fait, c'est du pipeau. Quand on a reconnu le premier gouvernement transitoire dirigé par Kofigo qui a été élu à cette assemblée. Non mais non, c'est la logique. On ne s'entend pas. D'abord, la transition au Togo a été chaotique. C'est la logique. Elle a été chaotique. Au Bénin, on a continué. Selon toi, Germain. Mais sinon, l'opposition avait le pouvoir pendant la transition. Qu'est-ce qu'on en a fait? On va trouver l'opposition avait le pouvoir pendant la transition. Qu'est-ce qu'on en a fait? On va trouver un autre créneau plus tard pour parler donc de la transition au Bénin, dans ce pays. On a vu une conférence nationale qui a abouti normalement. Je propose qu'on observe une courte pause. Donc notre émission avec 2 journalistes, puisqu'il y a un retrait imprévu, et nous allons faire avec rapidement, nous revenons à Espoir. Tout à l'heure, vous avez analysé cette double manifestation dans les rues de la capitale. Vous avez également dit que vous trouvez inopportun le fait que l'opposition au CAP 2015 appelle à manifester du moment où
il y a déjà une initiative de proposition de projet de loi sur le tapis. Mais aujourd'hui, si on prend cette question des réformes, dans quel panier peut-on loger ces réformes-là? Dans les priorités ou dans les à côté? Non, je pense que ces réformes constituent une nécessité. Parce que c'est la question pendant longtemps, et surtout à l'approche d'une échéance électorale, la question revient avec acuité. Donc c'est une nécessité qu'il faut régler à tout prix pour mettre le pays sur le pas du renouveau. Mais ce que moi je dis, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas faire les réformes dans la rue. C'est vrai qu'on peut se servir de la rue pour mettre la pression sur l'autorité afin qu'une initiative soit prise pour que ces réformes soient concrétisées. Mais moi, je voudrais, à mon humble avis, dire aux leaders du CAP 2015 qu'il faut comprendre que la meilleure manière d'amorcer le combat pour ces réformes, c'est d'abord ce que le CAR et l'ADI ont proposé. Il faut d'abord passer par là. Et si ça échouait, c'est vrai, quand le gouvernement avait envoyé un test qui avait été balayé du revers de la main par sa propre majorité. Une proposition tardive du moment où, si vous permettez, l'Assemblée nationale a pris fonction après l'élection législative du 25 juillet 2013, et de 2013 à quelques mois seulement de la présidentielle, qu'on trouve de proposer, faire une proposition de révision par rapport à des articles de la Constitution? Non, je pense que c'est nous-mêmes journalistes et autres acteurs de la vie sociopolitique du pays qui ont toujours critiqué l'opposition, nous-mêmes qui avons toujours critiqué l'opposition, de ne jamais proposer, les députés de l'opposition, excusez-moi, de ne jamais proposer des tests pour voter à l'Assemblée nationale. Maintenant, je vous dis que il est connu de tous les observateurs avisés de la scène sociopolitique togolaise que les réformes, les élections n'ont aucun sens au Togo sans les réformes. Il faut comprendre. C'est là où justement revient avec insistance la question du déverrouillage des institutions de la République. C'est vrai que d'aucuns diraient qu'il faut passer par la candidature unique de l'opposition, mais je pense qu'en 2005 on a déjà essayé cela. Mais les gens sont sortis massivement, ils ont voté. Mais les institutions qui étaient au bord ont tronqué la vérité des urnes. Donc moi j'estime que le combat qui vaut la peine d'être mené pour que ces élections aient un sens, c'est le combat pour les réformes. Et donc moi j'estime que c'est vrai que ce pouvoir ne marque pas une certaine volonté de faire ces réformes. Il faut le gouvernement quand même. Non. Et vous avez la comédie qui s'en était suivie. Le gouvernement qui envoie un test à l'Assemblée nationale, un test qui a été balayé du revers de la main par sa propre majorité. C'est une comédie savamment ourdie par le camp présidentiel pour rendre encore les choses élastiques. Ouais, donc moi je dis que c'est une forme de pression. C'est vrai que si le gouvernement s'entête à ne pas faire ces réformes-là avant la présidentielle, je pense qu'il sera maintenant opportun pour le CAP et autres forces politiques de l'opposition de passer par la rue et tout pour mettre la pression. Mais pour le moment, comme l'initiative a été déjà entreprise par le CAR, et je pense qu'il faudra plutôt soutenir cela. Si ça échouait maintenant, on pouvait passer par la pression de la rue, mettre la pression suffisamment pour que l'autorité se plie. Et voilà, Germain, je reviens avec vous. C'est vrai, poser la question à Espoir. Il a un tout petit peu dribbler. Ma question, c'est juste de savoir si cette proposition de projet de loi n'est pas venue tardivement. Oui, je vais répondre à la première question. D'abord, est-ce que c'est une priorité? Donc voilà, et après, est-ce que c'est la proposition qu'apprécie tant mon confrère, l'engagement n'est pas un peu tardif. Là, je crois que tout à l'heure, il a dit quelque chose. Il dit les élections n'ont aucun sens sans les réformes. Je crois que c'est un abus de langage, une mauvaise appréciation de la situation. Je ne vois pas de lien entre la limitation du mandat et la transparence des élections. Si mon confrère peut me dire... Je ne pense pas que les réformes se limitent simplement à la limitation du mandat. Je te donne un mandat, oui. Deuxième réforme, puisqu'il s'agit de deux grandes réformes. Donc tu n'as pas vu de lien.
Maintenant, quel est le lien entre les deux tours et la transparence des élections? Non, on parle de réforme institutionnelle et Non, constitutionnelle. on- Je vous dis que les institutions constituent au des niveau- valets pour le pouvoir en au place. niveau- Et justement, pour que la vérité des unes ne soit plus Je tronquée, peux il avancer faudra justement rapidement que parce ces que j'en ai hommes-là... la parole. Oui, moi je... Parce qu'au Voilà, niveau des Germain, allez-y. institutions, je crois que mon confrère se trompe. Ceux qui marchent aujourd'hui sont déjà dans les institutions. On ne parle plus de réforme institutionnelle. La Cour constitutionnelle a été déjà... On a suivi quand même à Baskabois ce matin qui en a parlé. Baskabois ne représente rien. Son parti C'est est incapable d'avoir même un seul député. Mais c'est un parti légalement Oui, constitué. c'est pas parce que Baskabois en a parlé que c'est une parole de Bible. Ce que je veux dire, et qui est clair, hein, je dis, les partis aujourd'hui qui vont marcher ne parlent pas des réformes institutionnelles. Ils ont réformé la CENI, ils sont membres de la CENI. La Cour constitutionnelle a été réformée. Comment? Quoi qu'on dise. Elle a été réformée selon les textes. Comment elle se compose? La Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle qui ont été non, reconduits... Ce que j'en viens, non, on va avancer un peu rapidement. Je Ah, crois qu'aujourd'hui, le plus important pour certains partis de l'opposition, c'est la limitation du mandat et les deux tours. Et je dis que ça n'a aucun lien avec la transparence. Seulement les gens ne peuvent pas s'entendre pour aller aux élections. Dans un scrutin à un tour, la stratégie pour l'opposition d'accroître ses chances de gagner, c'est d'aller en bloc. Et il parle d'une sorte de manque de confiance Oui. en des institutions de la République. Non, je crois que depuis 2007, il a parlé des élections de 2005, je suis heureux parce qu'il ne parle pas des dernières élections. Les seules qui sont reconnues transparentes, c'est les élections. J'en viens. Oui, laissez Germain aboutir, vous allez laisser... Les seules élections qui ont été reconnues transparentes, c'est celles de 2007, 2010 et 2013. Donc les 3 dernières élections organisées au Togo ont été transparentes. Même si l'opposition ajoute à ces 3 dernières élections, celles de 1994, parce qu'elle les a remportées, elle estime que c'était transparent. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de lien entre les réformes dont on parle et la transparence des élections. Maintenant, je suis d'accord qu'on doit limiter le mandat présidentiel pour faire comme dans la plupart des pays, mais dans certaines grandes démocraties, il n'y a pas de limitation du mandat. À partir du moment où le président est battu aux élections, son mandat est limité. Mais si, même si on n'a pas limité, je crois que c'est la transparence des élections. Quand l'opposition dit qu'il faut des élections, il faut qu'elle apporte des éléments de preuve. Il n'y en a pas. Et la communauté internationale reconnaît la transparence des élections. Mais si les élections sont transparentes et le candidat d'UNIR est battu, par exemple, est-ce qu'on a eu besoin de limiter le mandat? Mais là aussi... Quel est le lien entre la limitation du mandat et la transparence des élections? Mais là aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la communauté internationale qui reconnaît la crédibilité et la transparence des élections dans notre pays. Et cette même communauté internationale qui se représente au groupe des 5, qui appelle également aux réformes. Pressant. Oui, mais les réformes qui les fait, c'est l'Assemblée nationale, c'est pas l'Union européenne, c'est pas le PNUD, c'est pas la rue comme il a dit, c'est pas la minorité qui n'a que 19, qui n'arrive même pas à rassembler 19 signatures. Les réformes se font par le peuple, directement ou indirectement à travers ses représentants. Et donc aujourd'hui, la majorité des représentants du peuple sont unis. Ceux qui réclament les réformes à corps et à cri sont une minorité. On ne peut pas dire. Ils sont une minorité. Mais la majorité dont vous parlez reconnaît la nécessité de ces réformes. Oui, c'est-à-dire, hein, non, la nécessité des réformes, limiter le mandat. Aujourd'hui, c'est dans les standards. Personne ne peut dire qu'il veut rester éternellement au pouvoir. Même s'il le voudrait. Je te donne l'exemple du Sénégal la dernière fois. L'opposition dit Wade ne sera pas candidat. Wade dit, je dois être candidat. La Cour constitutionnelle a tranché. Wade est candidat. Est-ce que Wade est président aujourd'hui? Non. Il a été candidat, mais il a été battu. Pour moi, c'est là où je pour pose moi, la question. transparence des élections est la chose la plus importante. Et sur ce plan, je crois que l'opposition sait suffisamment que les élections sont transparentes. D'abord parce que c'est sur la base des 3 dernières élections que l'opposition veut faire la candidature unique, qu'elle n'arrive pas à faire. Et elle pense qu'il faut faire 2 tours pour que chacun se positionne et que le deuxième tour, elle fasse l'effort de s'unir. Ces 2 tours, on peut les accorder ou pas. Le mode de scrutin, ce n'est pas le problème le plus important. Quand vous prenez le scrutin utilisé pour les législatives, la proportionnelle, tout le monde n'est pas d'accord avec ce mode. Aujourd'hui, il y a des partis qui n'ont aucune chance d'avoir des députés à l'Assemblée à cause de ce mode de scrutin.
Mais les partis qui sont implantés sont d'accord pour qu'on garde ce mode de scrutin. Les gens voudraient revenir au scrutin uninominal, ou même si je ne suis pas populaire sur le plan national, dans mon village, je suis populaire, je peux sortir député. Mais aujourd'hui, avec la proportionnelle, c'est les partis qui sont votés. Ce ne sont plus des individus. Et ça n'arrange pas les petits partis qui n'ont pratiquement aucune chance d'être aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que la CDP avait demandé qu'on change le scrutin à la proportionnelle législative? Mais est-ce que ça a été fait? Non, ce n'est pas un problème. Je pense que là encore, ce n'est pas un problème de scrutin. Oui. Je vais te dire que ce n'est pas un problème de scrutin qui n'a rien à voir avec la transparence des élections. Il faut être populaire dans le pays, quel que soit le mode de scrutin. Je voudrais aborder ce côté de la transparence des élections. Quand mon frère Germain me dit que les 3 dernières élections ont été saluées par la communauté internationale, qui les qualifie de transparentes et tout, mais moi je pense que c'est cette même communauté internationale, l'Union européenne, qui a fait des recommandations par rapport à ces élections-là. Lesquelles recommandations n'ont jamais été mises en œuvre par le pouvoir. Et c'est pourquoi l'Union européenne avait refusé de financer les élections législatives de 2013. Tu confonds. Et pour garder les choses en l'état, on a préféré financer les élections sur fonds propres alors qu'il y a des priorités. C'est une bêtise, les gens l'avaient qualifié de bêtise, parce qu'on ne peut pas avoir des priorités dans le pays. Et il y a une institution qui veut bien financer, il y a une institution internationale qui veut bien financer les élections. Par rapport à vos appétits gloutons, vous gardez les choses en l'état. C'est qui vous? Mais c'est le pouvoir, je parle du pouvoir. Ce pouvoir a refusé, n'est-ce pas, de mettre en œuvre les recommandations de l'Union européenne. Et l'institution a refusé de financer les... Et je pense que l'exploit est en passe d'être réédité. Quand on voit le pouvoir réticent devant la mise en œuvre des réformes et tout, je pense que l'exploit est en passe d'être réédité. Et c'est dommage pour notre pays. Quand les jeunes ne trouvent pas du boulot dans le pays, quand le système sanitaire est pratiquement en panne, avec tous les problèmes qu'on connaît, on ne trouve pas mieux d'orienter les fonds là vers ces secteurs-là. On trouve plutôt mieux de financer les élections. Si je comprends. Moi, je pense que lorsque mon frère avant de venir à Germain, hier on a suivi quand même le mouvement pour le soutien à fort MSF qui a dit oui pour les réformes, mais après la présidentielle, parce que qu'il est parti sur la base des réalités données, qu'il y a un retard aujourd'hui par rapport aux réformes, d'où même ma première question qui était de savoir si cette proposition n'était pas tardive. Bon, non, moi je voudrais dire tout simplement que ces petits mouvements-là, très agités sur le terrain et tout, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Moi je ne vois pas de quel pouvoir ils se permettent de dire du n'importe quoi par rapport à... Moi je voudrais bien dire que c'est le président de la République même, à travers son dernier discours, qui a reconnu la nécessité des réformes. Je pense même également la même chose pour le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Dans sa déclaration, il a été bien inscrit la question là des réformes. Et donc je pense que ces petits mouvements-là qui sont infondés à la cause du président de la République et tout, et qui estiment qu'il faut faire les réformes à la période d'après-présidentielle, je pense qu'ils sont dans leur rôle. Mais ce que moi je voudrais faire observer, c'est que le besoin de faire les réformes est pressant dans le pays. Le besoin de limiter le mandat présidentiel est pressant. Quand, je voudrais revenir un peu sur ce qui se passe. Quand ces mouvements-là, quand ces mouvements-là qui ont acquis à la cause du président de la République et tout, estiment qu'on peut encore garder les choses en l'état, mais ils se trompent parce que le besoin, quand ils disent que ce qui s'est passé au Burkina, par exemple, est différent de ce qui se passe ici, je vous dis que le besoin de faire les réformes est pressant ici. Et le besoin de d'alternance est le même qu'au Burkina. Et donc, le peuple détenteur de la souveraineté estime qu'il faudra faire ces réformes-là. Donc, moi, je pense que ces petits mouvements-là se gesticulent pour rien. Et donc, ces réformes-là doivent être faites pour que nous ayons des élections propres dans ce pays. Voilà. On ne peut pas faire la démocratie à la togolaise. La démocratie, c'est une règle universelle. Voilà. Et s'il faut faire la démocratie, il faudra observer ces règles-là. Mais alors, le président dispose tout de plus de 2 mandats. Et il débarrasse le plancher. On vous a assez suivi, oui, Germain. Espoir, quand tu parles, je fais l'effort de t'écouter. Alors, après, il faut t'arrêter un peu plus. Je ne crois que Espoir confond tout dans sa tête. Il parle des recommandations de l'Union européenne qui n'ont pas été mises en œuvre, on n'a pas financé les élections. Il n'est au courant de rien du tout. Je suis désolé. Les recommandations étaient faites après les élections. Mais pourquoi pas avant les élections? Parce que ces recommandations-là concernent justement les élections. Laisse-moi parler. Tu es en train de dire que c'est parce qu'on n'a pas mis ça en œuvre. Et pourquoi l'Union européenne n'a pas financé? Voilà, je t'explique. La sollicitation du Togo n'est pas arrivée à temps. D'abord, c'est la première raison.
Maintenant, nulle part on a dit que l'Union européenne doit financer les élections en Afrique. Quand je t'ai écouté, j'ai vu le prototype d'Africain qui attend les mains tendues que le blanc lui donne à manger tout le temps. Mais il s'agit d'un acte de souveraineté, les élections. Il dit que, mais au Bénin, qu'est-ce que Yaïboni dit? On n'a pas d'argent pour organiser des élections. Pourquoi il ne dit pas l'Union européenne, donne-moi l'argent pour organiser des élections? Mais je suis désolé, tu devrais être content pour ton pays parce qu'il a organisé des élections avec ses fonds. Pourquoi tu ne demandes pas à l'Union européenne de payer le salaire des fonctionnaires togolais? Pourquoi tu ne demandes pas à l'Union européenne d'acheter le scanner, d'aller construire des écoles, des hôpitaux? Mais attends, moi je crois qu'aujourd'hui au Togo, il faut se battre pour mobiliser des ressources en interne. Il faut travailler, il faut faire la bonne gouvernance, il faut éviter la corruption, les sous qui vont partir par là. Il faut des réformes. Ces réformes sont en train d'être faites sur le plan économique pour que l'État mobilise davantage de ressources pour financer ces élections, pour renforcer les structures sanitaires dont tu en parlais, l'éducation et tout ça, les écoles et tout ce qui se fait. Ça se fait. Mais quand tu me dis que l'Union européenne veut donner l'argent, quand je t'ai écouté, je dis mais c'est quelle génération d'Africains? Je crois qu'il faut commencer par penser à régler les choses nous-mêmes. Moi, je pense que le pays a donné un bon exemple d'ailleurs. Et quand le Togo a financé ces élections ont été reconnues. Hein. Contrairement à ce que tu dis, les recommandations sont faites pour améliorer les élections. Il y a toujours des défaillances. On peut dire, mais tel bureau de vote a ouvert tardivement. Il n'y avait pas l'encre à temps ici et tout ça. C'est des recommandations pour améliorer. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas transparent. Les mêmes institutions ont reconnu la transparence de ces élections. Pour évoluer, avec des bureaux de vote fictifs. C'est toi qui le dis. Où? Non, il est journaliste. Il y a où un bureau de vote fictif? Il ne faut pas avancer des choses sans preuve. Tu n'es pas un homme politique. Mais tu es un difficilement, journaliste. difficilement, Bon, dis-moi, où est-ce qu'il y a eu, difficilement, où est-ce qu'il y a eu on un avait bureau eu de vote le nombre fictif? de bureaux de vote établis sur tout le territoire national. Tu es un Non, journaliste. moi, je pense que, Tu es un journaliste. si vous faire permettez, l'apologie du pouvoir, le temps qui nous est imparti, je pense que c'est dangereux parce que quand tu dis dis-moi où est-ce qu'il y a eu le bureau fictif? quand tu dis que c'est pas parce qu'on ne veut pas mettre en place les recommandations de l'Union, s'il te plaît, c'est justement parce qu'on n'avait pas mis en œuvre les recommandations de l'Union que l'institution a refusé de financer. S'il vous plaît, il nous reste moins de 5 minutes. Tu ne comprends pas. Est-ce que l'Union européenne a toujours financé des élections moins de ici? 5 De quel acte de souveraineté? Il nous reste moins de Qu'est-ce qui 5 nous presse minutes. tant? Et je voudrais qu'on parle de l'Union des forces de changement qui, Tu dans penses tout ce que- mélu-mélo, où est-ce que c'est écrit que c'est l'Union européenne qui doit Germain, si financer vous les permettez, élections? si vous Mais est-ce permettez, que l'Union européenne a si vous financé les permettez, élections ici? je propose Mais qu'on on a parle d'autres de l'Union, priorités. on va parler de l'Union. Mais parce qu'on voudrait bien financer les élections. Si vous permettez, il nous reste moins de 5 minutes. Pour ne pas avoir On va les jeux parler la de l'Union des communication forces par de les changement. fraudes que vous Elle a organisez. envoyé Pour les fraudes que vous organisez. Mais lui il ne maîtrise rien. L'Union européenne d'abord a financé Germain, si vous partiellement ces permettez, élections. Germain, si vous permettez, il nous reste. S'il te plaît. Il a dit tout. Mais je pense que c'est un Togo simplement. Permettez qu'on aille pas à pas, permettez qu'on aille pas à pas, permettez qu'on aille espoir, je suis désolé, mais je vais vous couper la parole. Espoir, je vais vous couper. Permettez, Quand on invite des journalistes, on n'est pas ici des hommes politiques pour raconter. permettez qu'on aille Ou pas à tu as pas. des éléments et tu en Permettez, parles. espoir, Ou on tu se n'en as calme. pas et tu n'en parles pas. On se Parce que calme, tu parles des Germain. choses que tu ne maîtrises pas du Germain, tout. on se calme, on va aller pas à pas, on va aller pas à pas. Il nous reste moins de 5 minutes et je propose qu'on parle de l'Union des forces de changement. 5 minutes. Voilà, donc l'Union des forces de changement parle de refondation à la veille de l'élection de 2015 et hier, donc dimanche, l'Union des forces de changement a procédé à la mise en place ou à l'installation de 18 fédérations. Il y avait 9 fédérations aujourd'hui. On l'a taxé de coquilles vides, mais l'Union des forces de changement a explosé les 9 pour avoir 18 fédérations, rien que pour la circonscription électorale du Grand Lomé. Comment est-ce qu'on peut déjà interpréter ce pas de l'Union des forces de changement par rapport à sa position réelle au lendemain d'une élection présidentielle en 2015? Non, je crois que c'est un parti qui se remet en cause. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que ce parti a été le plus important parti de l'opposition. Pendant plusieurs décennies. Voilà, qui lors des dernières législatives avait 27 députés En 2007. dans une assemblée de 81 députés et qui aujourd'hui se retrouve avec 19 députés. Quand je parle de UFC, je parle de UFC ANC. Donc de 27 députés,
UFC et ANC sont arrivés aujourd'hui à 19 députés, dans une assemblée beaucoup plus importante, ce qui n'est plus qu'à 81, à 91. Donc ce parti, ce courant a échoué. L'ANC et l'UFC ont baissé, ont largement échoué. Et donc je crois que l'UFC a perdu une bonne branche qui est l'ANC, qui est partie, donc avec 16 députés dont je parlais tout à l'heure. Il lui reste que 3 députés donc, pour cette nouvelle législature. C'est désormais 2 parce qu'il y a un non inscrit. Oui, bon, moi je parle de s'ils ont été élus sous la bannière de l'UFC. Donc je parle à partir de ça. Après on verra ce que chacun représente. Donc je pense qu'ils se remettent en cause, ce qui est une bonne chose. Alors, il faut se repositionner quoi qu'il en soit. Je crois aussi qu'à l'ANC, Jean-Pierre Fabre essaie de faire la même chose parce qu'on l'a vu récemment faire une tournée. Ça veut dire qu'il a reconnu qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient, parce que je le mets toujours dans le compte de l'UFC. Donc ils sont plus ce qu'ils étaient et donc il faut faire un nouveau travail sur le terrain. Bon, je crois que c'est ce que l'opposition doit faire parce que je parlais de ça tout le temps. C'est une question de popularité. Ce n'est pas crier dans la rue sur les radios. Et vous allez aux élections, on vous bat. Ça veut dire que la majorité ne vous suit pas. Ce n'est pas parce que vous criez que vous êtes populaire. La popularité, c'est dans les urnes. Et si vous avez des problèmes dans les urnes, il faut faire ce que l'UFC est en train de faire. Il faut faire ce que Jean-Pierre Fabre est en train de faire. Ce n'est pas la peine d'être populaire sur les médias et dans les rues à la plage et dans les urnes. Vous n'êtes pas populaire. Pour moi, je pense que c'est une bonne initiative. Et on espère que ça va contribuer quand même à redorer le blason de ce parti. On attendra les prochaines élections pour voir si toutes ces initiatives portent des fruits. Voilà, 1 minute donc pour parler de l'UFC parce que c'est la dernière qui nous reste. Oui, moi je pense que le parti se met en mode de bataille par rapport à la présidentielle en perspective. Ça relance un peu cette multitude de candidatures qu'on attend, de l'opposition qu'on attend pour la présidentielle en vue. Je pense qu'à un certain moment, on ne reconnaissait plus les fédérations affiliées à l'UFC et celles affiliées à l'ANC. Ça faisait un peu de désordre et je pense que c'est de bon aloi. Si aujourd'hui j'ai été sur l'UPIO et c'est le tenant pense qu'il faudra restructurer un peu ce côté de la chose, je pense que c'est à saluer. Et donc ce parti, pendant longtemps qu'il ne s'est plus prononcé par rapport à sa participation ou non, qu'il ne s'est pas prononcé par rapport à sa participation ou non à la présidentielle prochaine, je pense que c'est un grand signe que ce parti sera bel et bien de la partie en 2015 et on attend de voir. Et on attend de voir, c'est sur ces mots donc que nous allons refermer notre numéro du jour. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à nos invités, Idelphonse Akpaki de la Gazette du Golfe, Espoir Koudjodi de l'Engagement et Germain Pouli du journal Togo Réveil qui sera dans les kiosques vendredi prochain. Je crois qu'on va sortir jeudi parce que vendredi, c'est une journée assez historique. On va être présent dans les rues pour vivre tout ça. Voilà, donc vous avez assez compris. Soyez donc au rendez-vous du journal Togo Réveil dans les rues et l'engagement c'est jeudi. Jeudi également. Ah d'accord, donc soyez dans les kiosques jeudi pour les acheter à 250 francs CFA. Bien de choses chez vous. Au revoir.